Bonjour chers apprenants, bonjour à vous aussi mes chers futurs bacheliers et bachelières. Et toutes mes félicitations à tous ces bacheliers et bachelières qui ont décroché leur baccalauréat cette année-ci en 2023. Je vous souhaite une excellente carrière professionnelle et beaucoup de réussite dans le futur. Je reviens sur le sujet numéro 1 du baccalauréat 2023 qui portait principalement, explicitement sur les différents rapports qui peuvent exister entre l'individu et la société. C'est un sujet qui posait tout simplement la problématique de la liberté de l'individu qui vit dans un milieu régi par des lois, dans un milieu contrôlé par des règles, dans un milieu organisé par des normes. Donc on peut dire aussi que le sujet portait tout simplement sur liberté et état, ou bien encore sur les enjeux même de la philosophie. Lorsqu'on comprend par enjeu de la philosophie ce que le philosophe peut gagner ou bien peut perdre en philosophant. Rappelez-vous que le philosophe, en philosophant, il peut gagner la connaissance, il peut avoir un esprit critique, il peut avoir un esprit ouvert, il peut percer des mystères, il peut découvrir la vérité, mais aussi en philosophant, le philosophe, il peut perdre sa propre vie, il peut perdre sa foi, il peut être victime de rejet ou d'exclusion de la part des membres du groupe de sa société. Parce que le philosophe, en revendiquant au nom d'un esprit critique, au nom d'un esprit libre, au nom d'un esprit personnel, le philosophe peut se faire des ennemis dans la société. Le philosophe peut être mal vu par la religion qui a des lois, des dogmes sacrés. Le philosophe peut être mal vu par la société, peut être incompris par la société. Le philosophe peut être mal vu, mal compris par les autorités étatiques. Et là, il suffit tout simplement de regarder l'histoire. Tous ces philosophes qui ont mal fini, qui ont été tués, qui ont été bannis, qui ont été exclus de la société, tout simplement parce qu'ils revendiquaient une certaine autonomie, une certaine liberté de penser, parce que tout simplement, ils osaient penser différemment de la majorité conformiste. Ils osaient penser différemment des autres. Socrate a été tué par tout simplement des personnes qui voulaient lui imposer l'injustice. Socrate a accepté de mourir pour ne pas subir la corruption de la société démocratique athénienne du 5e siècle. Galilée a été tué par l'Église parce qu'il avait dit que la terre est ronde. Il avait pensé différemment des membres de l'Église. Spinoza, il a été chassé de la communauté juive d'Amsterdam, tout simplement parce qu'il avait pensé différemment des autres, en disant tout simplement laissons les philosophes philosopher et les religieux vivre leur religion. Il a été mal compris. Giordano Bruno a été brûlé vif parce qu'on l'avait accusé de blasphémer le Christ. Donc vous voyez qu'il y a tellement de philosophes qui ont mal fini dans la société parce qu'ils étaient incompris, parce qu'ils avaient eu le courage de se servir de leur propre entendement, le courage d'exprimer leurs idées, le courage de défendre leurs idées. Et cela leur a coûté leur propre vie. Cela leur a coûté très cher même. Maintenant, vous avez un sujet qui vous dit le droit d'être différent. Est-il compatible avec la vie en société? Qui réclame le droit d'être différent? Ça peut être le philosophe qui, au nom de la pensée libre, au nom de la pensée ouverte, au nom de la pensée critique, va revendiquer une certaine liberté individuelle pour penser différemment des autres.
Mais est-ce que le philosophe, en pensant différemment des autres, est-ce qu'il peut devenir ami de la société, ami de son groupe, ami de sa famille? Si toi, en tant que philosophe, tu refuses d'épouser les contours de ta société, de ta famille, tu refuses d'épouser les convictions de tes parents, tu refuses d'accepter ce que tes parents t'imposent, ce que ta société t'impose, ce que ta famille t'impose, ce que l'État t'impose. Penses-tu que tu seras leur ami? Penses-tu que tu seras sécuritaire? Penses-tu que tu seras agréable à leurs yeux? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu vas t'attirer tout simplement leur frustration et leur haine. C'est pourquoi on dit ici, le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société? Maintenant, c'est quoi la vie en société? La vie en société, c'est la vie en groupe. Mais la vie en société, c'est une vie qui ne peut pas exister sans des lois, des règles, des codes de conduite pour réglementer le comportement de chaque individu qui compose la société. La vie en société, c'est une vie organisée par des normes. C'est une vie régie par des interdits et des permis. C'est une vie où l'individu n'a pas le droit d'agir comme bon lui semble, sans conséquence, de faire ce qui lui plaît, sans conséquence. C'est une vie où les gens se conforment aux lois établies, aux normes fixées soit par l'autorité étatique, soit par l'autorité religieuse, ou soit par l'autorité culturelle, par une culture, par la religion ou par l'État. Parce que, attention, le mot loi ne renvoie pas seulement à l'État. Les lois peuvent être aussi religieuses. Les lois ne sont pas toujours étatiques. Les lois peuvent être aussi religieuses. Les 10 commandements de Moïse, c'est des lois religieuses. La charia, c'est une loi musulmane. Vous comprenez? Donc, le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société? C'est un sujet qui porte sur les rapports qui existent entre l'individu et la société, ou bien entre tout simplement la liberté humaine face à la puissance étatique, ou bien face à l'autorité étatique, ou bien la liberté individuelle face tout simplement à la puissance sociale. Est-ce que le moi individuel peut s'affirmer avec excès face au moi social qui représente la société? Donc ici, le droit d'être différent, ça renvoie à la liberté. Si je veux être différent, c'est parce que je veux être libre, indépendant, autonome. Donc ça porte ici sur la liberté. Mais est-elle compatible avec la vie en société? La vie en société, il y a les lois, il y a les normes, donc il y a l'État. Donc on peut dire ici que le sujet pose la problématique entre la liberté et l'État. Même si dans le sujet vous n'avez pas le mot État, vous n'avez pas le mot liberté, mais forcément vous allez parler de la liberté et de l'État dans ce sujet. Parce qu'on ne peut pas parler d'individus et de la société sans parler sur la liberté et l'État. Parce que toute société crée des normes définies, des codes de conduite, détermine des lois à partir desquelles on va réglementer le comportement des citoyens. L'État a cette responsabilité, a cette mission. Si on dit même que l'État est un mal nécessaire, c'est parce que l'État est là pour nous apprendre à bien nous comporter, pour nous apprendre à nous conformer à la justice, pour nous contraindre à limiter notre liberté naturelle. Donc maintenant, quand on vous donne un sujet, il faut savoir analyser le sujet. Il faut savoir décortiquer un sujet. Il faut lire le sujet attentivement à plusieurs reprises. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais revenir un peu sur la méthodologie de la dissertation philosophique. Pour réussir une bonne introduction, il faut servir l'appât au correcteur. Il faut que le correcteur, en corrigeant, voit que vous lui avez bien servi l'appât. L'appât, un mot que j'ai inventé, l'appât. Si le correcteur ne voit pas l'appât, il ne peut pas vous donner une bonne note. Appât, amener le sujet, poser le sujet, problématiser le sujet,
annoncer le plan. Amener le sujet. Commençons par ça. C'est quoi amener un sujet? Amener un sujet, c'est chercher un prétexte pour pouvoir poser le sujet aisément. C'est chercher un prétexte qui légitime la raison d'être du sujet. Et pour amener le sujet, il faut se demander de quoi parle le sujet, mais de quoi s'agit-il dans ce sujet. De quoi parle le sujet? Cette question vous permet d'avoir le thème du sujet. Une fois que vous avez le thème du sujet, maintenant, vous allez définir ce thème. Et pas n'importe comment. Vous allez définir le thème en cherchant d'être cohérent, d'être en phase avec ce que le sujet dit. Vous pouvez aussi amener votre sujet en partant d'une citation. Mais pas n'importe quelle citation. Une citation qui va dans le sens du sujet. Une citation qui est cohérente avec le sujet. Une citation qui est compatible avec l'idée générale du sujet. Une citation qui ne trahit pas le thème du sujet. Vous pouvez aussi amener votre sujet en partant d'un constat ou bien tout simplement d'une actualité. Vous pouvez partir d'un constat, d'une observation générale de la vie sociale, de la vie en général pour amener votre sujet. Dans cette première partie, ce qu'on cherche, c'est la cohérence. Vous devez être très cohérent avec le sujet. Le sujet ne peut pas dire, par exemple, ami est gentil, et tu commences par définir ami comme une personne qui est très méchante, très impolie, et tu dis c'est pourquoi on dit que ami est gentil. C'est incohérent. Il faut montrer les raisons qui font dire que ami est gentil. Ami est réputée pour avoir le sens du partage. Elle salue partout où elle passe. Elle manifeste toujours la bonté à ses camarades. Elle ne sous-estime jamais un inconnu. 2 points. C'est pourquoi on peut comprendre la pertinence d'une telle affirmation. Tu ouvres le guillemets. 2 points. Ami est gentil. Là, tu poses le sujet. Là, tu as donné toutes les raisons qui font qu'on dise que ami est gentil. C'est la même chose pour n'importe quel sujet, que ce soit en philosophie, que ce soit en français, en littérature. Cherchez toujours les raisons qui font que le sujet dit ce qu'il dit. Une fois que vous avez amené votre sujet, maintenant vous allez poser le sujet. Cette étape est très facile et très simple. Ça consiste tout simplement à chercher le bon connecteur logique et à bien articuler la phrase de transition. Vous mettez 2 points, vous ouvrez les guillemets et vous recopiez le sujet tel qu'il est. Et les connecteurs logiques que vous pouvez utiliser de ce constat. Sur cette base, sur ce rapport, on peut comprendre la pertinence d'une telle affirmation si le sujet est un sujet affirmatif. On peut comprendre la pertinence d'une telle interrogation si le sujet est interrogatif, se termine, c'est-à-dire par un point d'interrogation. Vous mettez 2 points, vous ouvrez le guillemets et vous recopiez le sujet. Une fois que vous avez recopié le sujet, maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous allez tenter de reformuler le sujet. Vous reformulez le sujet. Reformuler le sujet, c'est essayer de réécrire le sujet sans trahir son sens. Essayez de dire ce que le sujet a dit, mais sauf que là, vous allez le dire d'une autre manière. Et c'est pourquoi vous aurez besoin comme connecteur logique, autrement dit, en d'autres termes, ou mieux encore. Là, vous dites ce que le sujet a dit, mais vous le dites autrement, de manière simple, de manière claire, de manière très précise. Donc maintenant que vous avez bien reformulé votre sujet, vous allez dégager le problème que pose le sujet, c'est-à-dire la problématique. Vous allez problématiser le sujet. Tout sujet philosophique contient un problème. La problématique, c'est la question sous-entendue. C'est la question de la question même. Le sujet contient un problème. Il faut avoir le sens du problème. Et maintenant que vous avez bien dégagé la problématique, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez tout simplement à annoncer le plan. Et quand vous annoncez le plan, de préférence, faites seulement 2 questions. 2 questions.
pour avoir un développement équilibré. D'abord, dans la première partie, la thèse, essayez d'être l'avocat du sujet. Vous allez défendre ce que le sujet dit. Vous comprenez? Si le sujet est un sujet interrogatif, je vous donne une technique simple. Transformez l'interrogation en affirmation. Par exemple, si le sujet dit « Peut-on vivre sans loi ?» Si vous transformez cette phrase interrogative en une phrase affirmative, vous allez avoir « On peut vivre sans loi ». Donc, dans la thèse, vous allez montrer dans quelle mesure peut-on vivre sans loi. Et c'est ça que vous allez défendre. Et dans l'antithèse, vous allez essayer de dépasser la thèse. Vous allez essayer de montrer les limites de la thèse, de la première question posée. Maintenant, pour revenir à notre sujet, qui nous dit le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société? Là, ce qui est important, c'est le travail préliminaire. Au baccalauréat, on vous donne 4 heures de temps. Beaucoup d'élèves rendent leur copie en 1 heure de temps, en 2 heures de temps. Mais si vous rendez tôt vos copies, vous allez faire quoi dehors? Pourquoi vous précipitez? Vous saccagez votre avenir. Non. Ne vous précipitez pas. En classe, soyez toujours le dernier à sortir de la classe. Prenez le temps d'étudier le sujet, d'examiner le sujet, de le lire, de le relire. Vous pouvez même le faire pendant 30, 40 ou 45 minutes. Mais le plus important, c'est le brouillon. C'est le travail préliminaire. Le brouillon, c'est fondamental. Si vous ne faites pas le brouillon, dites-vous tout simplement que vous avez raté votre travail. Et dans le brouillon, il faudra d'abord identifier et définir les mots-clés. Une fois que vous avez identifié et défini les mots-clés, vous allez tenter tout simplement de reformuler le sujet. Et quand vous avez proposé plusieurs reformulations toujours dans votre brouillon, vous allez essayer de chercher le problème que pose le sujet, c'est-à-dire la problématique. Vous allez essayer de chercher plusieurs problèmes que pose le sujet. Et maintenant, vous allez passer au plan pour improviser des thèses et des antithèses. Mais tout ce travail, vous le faites dans votre brouillon. Maintenant, concernant notre sujet, le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société? Là, il faut identifier et définir les mots-clés, c'est-à-dire les concepts clés. Pour ce sujet, les mots-clés, on peut dire le droit d'être différent. Ça, c'est un mot-clé que je vais essayer de définir. C'est quoi le droit d'être différent? Ensuite, nous avons est-il compatible avec la vie en société? Est-il compatible avec la vie en société? Je vais essayer de définir globalement cette expression, de l'expliquer dans mon brouillon. On va commencer d'abord par le premier mot-clé, le droit d'être différent. Le droit d'être différent, c'est vouloir la liberté absolue. Vouloir être totalement libre de faire ce qu'on désire. Vouloir faire seulement ce qui me plaît individuellement. Vouloir satisfaire tous mes besoins personnels. Le fait d'effectuer ses propres choix de vie sans tenir compte des autres. Le fait de vouloir vivre sa propre vie. Le fait de penser autrement que la majorité. Avoir le courage d'exécuter que sa propre volonté. Avoir tendance à penser différemment des autres, de la société, de l'homme du sens commun. Voilà ce que signifie le droit d'être différent. Vous l'écrivez comme ça dans votre brouillon. Passons à l'autre mot-clé du sujet. Est-il compatible avec la vie en société? J'aurais pu prendre l'expression seulement est-il compatible et tenter de l'expliquer, de le définir. Et ensuite définir c'est quoi la vie en société, mais je préfère les rassembler dans une même phrase pour l'expliquer, cette expression. Est-il compatible avec la vie en société signifie quoi? C'est-à-dire, va-t-il de pair avec la société? Et qui dit société, dit loi sociale qui provient de l'État, dit loi religieuse qui provient de la religion, dit aussi culture
que dans la société, il y a les autres qui sont différents de nous, qui n'ont pas les mêmes éducations que nous, qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas les mêmes croyances religieuses que nous, qui n'ont pas la même foi que nous. Dans la société, il y a des lois qui nous dérangent. Il y a des lois qui dérangent notre liberté. Ou bien encore, est-il compatible avec la vie en société signifie, peut-il être conciliable aux contraintes imposées par la société, c'est-à-dire les lois, les normes, les valeurs, les codes de conduite? Ou bien, rime-t-il avec les contraintes sociales? Ou bien encore, constitue-t-il une menace à la cohésion du groupe? Ou bien encore, représente-t-il un danger à la paix sociale? Ou bien encore, peut-il nuire le vivre ensemble? Ou bien enfin, est-il un obstacle à la stabilité politique et sociale? Voilà ce à quoi renvoie l'expression « est-il compatible avec la vie en société ?» Maintenant, nous allons essayer de reformuler le sujet en nous servant des éléments que nous avons ici sur notre base de données dans le brouillon. Maintenant, comprenez par reformulation, réécrire le sujet d'une manière différente, sans trahir le sens. D'une autre manière, sans trahir le sens. On va essayer de reformuler le sujet qui dit « Le droit d'être différent est-il compatible avec la vie en société ?» Maintenant, essayons première reformulation. Le fait de vouloir effectuer ses propres choix de vie est-il un danger à la vie en groupe? Deuxième reformulation. Vouloir être totalement indépendant est-il possible là où il y a des contraintes d'ordre étatique, religieuse ou culturelle? Reformulation numéro 3. Peut-on être entièrement libre dans la société régie par des règles, par des interdits et des permis? Reformulation numéro 4. La liberté individuelle est-elle conciliable à la vie collective? C'est-à-dire l'individu peut-il faire ce qu'il veut dans la société? Reformulation numéro 5. Le fait de revendiquer une certaine autonomie dans la société peut-il être une possibilité réalisable? Reformulation numéro 6. Peut-on être libre en même temps qu'on soit contrôlé par des normes, lois qui s'imposent à nous, qui sont supérieures et extérieures à notre propre individualité? Reformulation numéro 7. Avoir tendance à penser différemment des autres, de la société, de l'homme du sens commun, constitue-t-il une menace, un danger pour l'individu? Là, ça nous fait penser aux enjeux de la philosophie, c'est-à-dire ce qu'on peut gagner ou bien ce qu'on peut perdre à travers l'activité philosophique en philosophant. C'est-à-dire le philosophe, lorsqu'il essaie de penser différemment des autres, ne risque-t-il pas de s'attirer des menaces? Ou bien ne risque-t-il pas d'être l'ennemi de sa société? Ou bien ne risque-t-il pas d'être perçu comme un danger social? Ça, c'est les enjeux de la philosophie. C'est pourquoi j'avais explicitement demandé à mes élèves de bien revoir les enjeux de la philosophie avant le baccalauréat, enjeux, finalité, perspective de la philosophie. Et bien la problématique sur la liberté et l'État. Maintenant ici, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire le moi individuel peut-il s'affirmer avec excès face au moi social? L'individu a-t-il le droit de faire ce qui lui plaît dans un milieu collectif, c'est-à-dire dans la société? Par exemple, toi, en tant que fils, as-tu le droit de te comporter comme bon te semble devant tes parents, devant l'autorité parentale? Toi, petit frère, as-tu le droit de penser différemment de tes grands frères ou bien de tes grandes sœurs? Toi, fils, as-tu le droit de penser différemment de tes parents, de ton père, de ta mère, d'ignorer leurs enseignements et sans conséquences, sans représailles, sans problème? Est-ce que c'est possible de désobéir à ses parents sans problème? Évidemment, c'est impossible. Voilà ce que le sujet pose comme problème.
Et c'est pourquoi dans la problématique, nous allons essayer de voir plusieurs problématiques pour ce sujet. Donc la phrase de transition à utiliser dans l'introduction avant de poser la problématique est la suivante. Une fois que vous avez reformulé votre sujet dans l'introduction, vous dites tout simplement le sujet laisse transparaître la problématique suivante. 2 points, et là vous mettez la question de la problématique. Et attention, hein, là j'ai proposé plusieurs reformulations. Vous allez en choisir qu'une seule dans votre cahier. Même concernant la problématique, parmi ces questions, vous allez en choisir une seule seulement pour votre problème. Le problème, c'est toujours interrogatif. La problématique, c'est toujours une interrogation. Donc là, le problème que pose le sujet est le suivant. Comment peut-on vouloir être supérieur aux lois, normes sociales, sans courir un risque d'exclusion, de rejet, de punition ou même de mort? Ou bien encore, peut-on imaginer une liberté sans bornes, illimitée chez l'homme qui vit dans un environnement réglé, normé, calibré et régi par des lois, par des interdits et des permis? Ou bien encore, doit-on agir comme bon nous semble devant la puissance étatique ou sociale? Est-ce qu'au Sénégal, les Sénégalais se manifestent, font leurs manifestations comme bon leur semble, sans tenir compte des interdits et des permis fixés par l'autorité étatique, ou sans tenir compte des recommandations qui proviennent de la religion, des chefs religieux? C'est impossible. Ce serait le chaos total. Voilà, maintenant nous allons passer au plan. Maintenant, dans le plan, vous allez tout simplement montrer qu'évidemment, on peut vivre dans la société tout en refusant d'épouser les contours de celle-ci. C'est la figure même du héros, de l'artiste, du philosophe, des prophètes, de toutes ces personnes qui ont marqué leur génération en ayant le courage de se servir de leur propre entendement. Comme disait Karl Marx, aie le courage de te servir de ton propre entendement. C'est comme la morale rationnelle de Socrate qui invitait le philosophe à ne pas suivre le groupe, la majorité, les croyances populaires, les opinions communes, mais tout simplement que sa propre volonté, sa propre conscience, sa propre raison. Le philosophe, par exemple, il vit et pense différemment des autres, au nom de la pensée libre, critique et personnelle. Il faut dire que chaque individu a le droit d'être différent et original. Faire comme tout le monde, ça n'encourage pas le progrès, ni la diversité culturelle, ni l'innovation. Donc, la première partie, vous devez soutenir l'individu qui fait preuve de courage, de stoïcisme, d'originalité, pour exister dans la société, pour manifester sa présence et son originalité, et aussi pour épanouir sa personnalité. C'est l'exemple de l'artiste, du philosophe socratique et stoïque, sceptique, indifférent à tout. C'est l'exemple de toutes ces personnes qui désirent un changement, une nouvelle perspective, un nouvel ordre pour leur société. Dans l'antithèse, vous allez critiquer la liberté absolue et totale. Vous allez sanctionner, montrer les limites de cette liberté pleine et entière. Parce que si dans la société chacun fait ce qui lui plaît, si dans la société chacun est libre d'agir comme bon lui semble, ce serait le danger, le chaos. Vous montrerez alors dans l'antithèse les limites de cette volonté de vouloir faire les choses selon ses propres termes. Vous devez critiquer la liberté elle-même en disant que dans une société, si chacun désire faire ce que bon lui semble, alors ça ne marchera pas. On risque de tuer la vie sociale, de retourner à l'état de nature qui est un état tyrannique et vain. Donc il faut des lois, des règles, des normes, des valeurs, des codes de conduite à observer scrupuleusement pour le bien de tous, pour pérenniser la vie sociale. C'est pourquoi même on dit que l'État maintenant est un mal nécessaire. Maintenant ici, comme thèse, on peut proposer, est-il possible d'être libre lorsque l'on est porté et submergé par un courant social qui contrôle
nos manières de penser, d'agir et de faire. Ou bien encore on peut dire, est-il possible de penser différemment des autres sans courir de réels dangers? Ou bien, est-il possible d'agir comme bon nous semble dans un milieu fixé par des règles, dans un milieu régi par des règles? Bien, est-il possible de se comporter comme bon nous semble sans tenir compte des interdits et des permis? Dans l'antithèse, vous pouvez proposer, enfin, en agissant selon notre propre volonté, ne risque-t-on pas de nuire celle des autres ou de nous attirer des problèmes? Vous voyez ici comment le sujet porte sur les enjeux de la philosophie. Le philosophe qui, en pensant différemment des autres, il s'attire même la mort. Et là, vous pouvez illustrer en donnant l'exemple de tous ces philosophes qui ont été tués parce qu'ils pensaient différemment des autres. C'est le cas de Socrate. C'est le cas de Socrate et tant d'autres. Donc, en agissant comme bon nous semble, ne risque-t-on pas d'être ennemis de la société? Ne risque-t-on pas d'être mal vus dans la société? Ou bien ne risque-t-on pas d'être exclus du groupe? Ou bien exclus de la société? Si nous vivons dans une société où nous ne respectons pas l'éthique, nous ne respectons pas les recommandations religieuses, les lois religieuses, les lois étatiques, nous ne respectons rien, est-ce qu'on sera mal vu dans la société? Est-ce qu'on sera bien vu dans la société? Donc, dans une société, nous avons besoin d'avoir une autorité sociale très forte, une puissance sociale très forte. Cette puissance ne peut qu'être que tout simplement l'État. L'État qui va venir fixer des interdits et des permis. L'État qui, à travers les lois contraignantes, va contraindre tous les individus à se conformer au bien, à la justice, à la raison, de telle sorte que nul ne puisse nuire l'autre ou bien tout simplement tuer ou maltraiter l'autre. Donc, c'est pourquoi on dit que l'État est un mal nécessaire. L'État est un mal nécessaire, c'est-à-dire l'État est là pour empêcher les mauvaises personnes de nuire les bonnes personnes. Aussi, dans la société, chacun est libre de penser comme bon lui semble et d'exécuter ses pensées. Je peux regarder quelqu'un et le tuer tout simplement parce qu'il ne me plaît pas. Je peux regarder l'autre qui n'est pas de la même religion que moi, qui n'est pas de la même ethnie que moi, qui n'est pas de la même couleur que moi, et je pense qu'il ne me plaît pas, et je pense qu'il doit mourir, et je le tue tout simplement. Mais heureusement qu'il y aura des lois, qu'il y aura des normes pour punir, pour sanctionner de tels individus. Maintenant, ici, le sujet individu renvoyé tout simplement à la liberté naturelle, donc société renvoyée tout simplement à l'État, renvoyé aux normes. Parce que qui crée les normes, qui crée les règles, qui crée ce cadre de vie-là, qui fixe les interdits et les permis, c'est tout simplement la puissance étatique ou bien aussi la puissance religieuse. Parce que les lois peuvent être étatiques comme aussi religieuses. C'est la religion. L'État, nous avons dit la fois passée, a des appareils répressifs et des appareils idéologiques comme la religion, comme les médias, comme la police, comme la gendarmerie, pour tout simplement maintenir l'ordre. Maintenant, quand on vous donne un sujet, il faut toujours l'analyser, de lire 1, 2, 3, 4 fois, plusieurs fois, et lire le sujet avec patience, avec calme, avec patience, avec calme. Merci. À la prochaine.